Bonjour à tous, je suis Cécile Rochet, je suis psychologue et j'exerce actuellement au centre hospitalier de Rome-Vivarais. J'ai exercé longtemps au Vinatier et ma mission principale au sein de tous ces services, c'était l'accompagnement des familles dans le champ de la psychiatrie. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous partager une réflexion que j'ai à partir de mes pratiques sur le concept de rétablissement qui serait applicable à l'environnement familial dans le champ de la psychiatrie. On part déjà du principe que la famille constitue le premier espace social où l'enfant exerce ses compétences, le groupe primaire de la construction de tout sujet. Elle reste également et majoritairement un lieu ressource et référent pour tous les membres qui composent cette famille, et ça tout au long de la vie. Même dans les moments difficiles, c'est le cas dans l'émergence d'un trouble psychique. Il reste difficile de dissocier un sujet de son environnement familial et inversement, de ne pas prendre en compte les conséquences des manifestations du trouble psychique sur l'ensemble du système familial. Il y a un très bel article de Hélène Davtian et Hélène Colombet. D'ailleurs, je crois qu'Hélène Davtian va intervenir cet après-midi dans un atelier, si je ne me trompe pas, qui définit 4 grandes étapes qui marquent les représentations de la famille en psychiatrie de l'après-guerre à nos jours. Il faut bien avoir en tête que la famille et la psychiatrie, l'historique de la famille et la psychiatrie reste très complexe et qu'il y a eu des épisodes assez douloureux pour les familles. On en a parlé tout à l'heure avec Romain Ray sur le fait que souvent l'étiologie des troubles psychiques était attribuée à la famille. Donc si on reprend ces 4 grandes étapes, on va parler de la famille à exclure dans un premier temps, qui était dans le fait que pour soigner le malade, il fallait aussi isoler le malade de sa famille. Ensuite, il y a eu une autre étape qui était plus pertinente, qui commençait à être plus pertinente. On se disait, si la famille ne va pas bien, pour aider le patient, on va soigner la famille. Donc c'était le début des thérapies familiales. Et puis après, on a commencé à se dire, on va peut-être soutenir cette famille plutôt que de la soigner. Donc pour la soigner, on va aussi faire des thérapies, mais là on va faire des thérapies avec la famille et non plus de la famille, avec une notion d'alliance thérapeutique qui s'amorce et une triangulation qui commence à exister entre les patients, les soignants et la famille. Et puis là, on est dans la 4e étape, on y est aujourd'hui, c'est la famille à former, où on est dans l'idée qu'il faut inclure la famille presque comme un partenaire, pas presque, comme un partenaire thérapeutique dans le parcours de soins de la personne concernée. Donc on abandonne un modèle à causalité unique qui était la famille pour aujourd'hui s'appuyer sur un modèle biopsychosocial dans l'émergence d'un trouble psychique. Donc on met la famille, on ôte la famille de cette forme de culpabilité. Donc on passe d'une famille causale à une famille compétente. On passe de l'institution hospitalière qui était toute puissante et qui se substitue à la famille pour passer à la famille ressource. Il faut garder en tête que déjà en 2003, Addington et al. Avaient constaté que 60 à 70% des personnes souffrant d'un premier épisode psychotique vivaient ou étaient en contact étroit avec la famille. Les familles, donc, sont majoritairement en première ligne dans l'aide en sentimentale. L'accompagnement des personnes vivant avec des troubles psychiques sévères, tel que la littérature scientifique peut le décrire, il est reconnu qu'un aidant est un élément déterminant dans le pronostic au long cours de la maladie. De nombreuses recommandations nationales et internationales préconisent la systématisation précoce de l'accompagnement des aidants en psychiatrie. Ça, on l'a déjà relevé. Il y a d'autres recherches qui s'intéressent aussi aux conséquences familiales de l'accompagnement d'un proche atteint de maladie psychique. On parle du terme très évocateur de fardeau familial. C'est un concept sur lequel on s'appuie beaucoup pour évaluer les familles et notamment l'épuisement des familles. C'est un concept qui a été développé par Kuipers en 1985 et qui est très intéressant puisqu'il décrit un fardeau objectif et un fardeau subjectif, c'est-à-dire l'ensemble des conséquences qui vont contribuer à une charge mentale pour les aidants. De plus, la pathologie psychique induit souvent un isolement social en général au niveau de l'usager, mais aussi de la famille. C'est très important de l'avoir en tête, autour d'un vécu de honte et de culpabilité qu'ils peuvent rarement exprimer du fait d'une stigmatisation sociale du trouble psychique. D'autres études montrent également qu'il y a un excès de morbidité physique et psychique chez les aidants
de patients atteints de troubles schizophréniques en comparaison avec une population générale. Ça, c'est une étude qui date de 2018. Et on a une autre étude de 2020 qui a été réalisée par l'équipe du docteur Romaret, qui est intervenu précédemment, qui évoque la présence d'une symptomatologie dépressive due au fardeau ressenti chez les aidants en psychiatrie. L'étude montre que 67% des aidants qui ont pu bénéficier du programme BREF présentent une souffrance dépressive nécessitant tous un suivi ou un soin. Donc ça, c'est les recommandations internationales, mais Romarin en a déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus, qui préconise la systématisation d'accompagnement des aidants et le plus précocement possible. Et il y a aussi, je vous ai donné un exemple plutôt de type national, sur le projet territorial de santé mentale qui a été élaboré avec l'UNAFAM, qui préconise exactement la même chose sur le plan national. À partir de ces constats, il semble important de pouvoir travailler sur la souffrance et le parcours des familles confrontées à la maladie psychique afin de pouvoir au mieux les accompagner. Les projets élaborés avec le patient auront d'autant plus de chances de se concrétiser que la famille y aura participé ou en aura été informée. Je crois que Nicolas Arinto en a parlé tout à l'heure, si je ne me trompe pas, à propos du fait que la famille doit être partie prenante dans les choix qui peuvent être faits dans le parcours de la personne. Ça, c'est le docteur Bantman qui a écrit beaucoup d'articles sur la famille comme partenaire thérapeutique, entre autres. Et puis, il y a une autre phrase du docteur Romaret, que je cite encore. Les aidants familiaux en psychiatrie sont des acteurs majeurs dans le rétablissement de leurs proches. Si on se base sur les grands principes de la réhabilitation qui introduisent la notion de concept de rétablissement, on voit qu'il y a aussi la prise en compte de l'environnement familial et social, et les déterminants généraux du rétablissement, qui sont la restauration de l'espoir, dont on a beaucoup parlé, la prise de responsabilité dans la gestion de la maladie, la reprise d'une vie normale, le développement des ressources personnelles et surtout le fait de devenir acteur dans la gestion de la maladie. On verra après que ces déterminants généraux sont aussi applicables à la famille dans la deuxième réflexion que je pourrais vous donner à la fin de ce PowerPoint. Donc ça, ce sont les étapes du rétablissement telles qu'elles sont décrites pour l'usager. Donc je ne vais pas vous les décrire, je pense que vous les connaissez tous. Elles ont été développées par l'équipe australienne d'Andresen, qui a mis en place une évaluation autour de ce concept de rétablissement. Venons-en au sujet, donc le concept de rétablissement familial. Cette réflexion, elle est partie du parcours des familles en psychiatrie. Alors, je n'ai pas un parcours très sinueux, comme disait le docteur Romaret, qui pourrait être ce fameux parcours des montagnes russes dont les familles parlent beaucoup dans leurs témoignages, c'est-à-dire tout comme les usagers d'ailleurs. Donc là, moi, j'ai mis les points essentiels qu'on peut retrouver dans ces parcours en psychiatrie pour les familles, et notamment des difficultés rencontrées et voire d'épisodes traumatiques. Je pense que c'est important aussi d'avoir bien en tête que certains épisodes peuvent relever d'un stress post-traumatique pour certains membres de la famille. Notamment les crises classiques qui peuvent se dérouler de façon extrêmement violente et brutale. C'est du moins les témoignages qu'on peut avoir des familles en général autour de ces épisodes. Et tout ce que ça peut entraîner par la suite, notamment à la sortie d'hospitalisation et la peur pour certaines familles de pouvoir accueillir à nouveau leurs proches dans de bonnes conditions. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête aussi. C'est pour ça que c'est important de préparer les familles à cette sortie d'hospitalisation aussi, ce qui n'est pas toujours concrètement effectué. Souvent, les familles sont informées quelques heures avant de la sortie de leurs proches, avec tout ce qui a pu se passer en amont, c'est-à-dire l'hospitalisation sous contrainte, qui reste quand même aussi un problème assez important au niveau familial. Pour cliver les familles, c'est quand même assez présent. Les diagnostics aussi, quand on se retrouve avec un diagnostic en psychiatrie, pour la famille, c'est compliqué. Et puis, cette peur des rechutes, ce système d'hyperprotection qui se met en place au niveau des familles face à la situation et qui est tout à fait légitime et naturel. Donc, tout ce parcours chaotique fait que la famille est souvent en grande difficulté, elle aussi. Donc, si on part du principe que le concept de rétablissement qui est décrit dans le champ de la réhabilitation auprès des personnes atteintes de troubles psychiques, est-ce qu'on pourrait l'appliquer aussi aux différents membres qui composent cette famille de cette même personne ? Ce travail de réflexion, donc, il a été alimenté par tout ce que je viens de vous dire, sachant que les familles restent en première ligne face aux manifestations de la maladie de leurs proches,
comment les aider au mieux à accompagner le proche en favorisant son rétablissement le plus opérant possible. Prise en compte aussi de la personne atteinte de troubles psychiques dans sa globalité, puisque ça c'est dans le mouvement de réhabilitation, et l'évolution aussi de l'accompagnement des aidants ces dernières années, qui a quand même largement évolué et qui aussi peut introduire ce genre de réflexion. Donc le parcours des familles face à la maladie de leurs proches, on retrouve donc une similarité dans les étapes de rétablissement décrites précédemment par les équipes d'Andrezen. On retrouve aussi une similarité dans les ressentis et les émotions qui peuvent jalonner ce parcours, notamment au niveau de l'isolement, alors souvent un isolement social, la souffrance, bon ça c'est une certitude, le sentiment d'impuissance qui est extrêmement présent et extrêmement important, on verra après pourquoi, la colère, le déni, la perte d'espoir dont on parlait tout à l'heure, l'ajustement face aux maladies, à la manifestation de la maladie du proche, les découvertes de nouvelles compétences et de ressources, et les révisions des projets de vie de famille, parce que ça, c'est très important aussi à prendre en compte. Donc, si on reprend, ça, c'est vraiment une proposition, hein, c'est une réflexion, donc il n'y a rien de validé. Donc, si on reprend ces étapes, on a donc l'étape moratoire que tout le monde connaît. Alors, évidemment, je ne vois pas jusqu'au bout, puisque du coup, je peux pas le lire non plus jusqu'au bout. Donc, je les connais pas par cœur, hein, je vous avoue. Donc, il y a la période, l'étape moratoire, qui serait plutôt une étape caractérisée par le déni, évidemment, comme on va retrouver chez l'usager, mais face à la situation de son proche, voire de colère parfois, qu'on peut retrouver aussi beaucoup. L'étape de conscience, c'est la réalisation que tout n'est pas vraiment perdu et qu'on peut essayer de s'améliorer et d'améliorer l'aide pour son proche et pour soi-même. Et puis après, il y a l'étape de préparation avec un travail plus actif. Donc là, on rentre dans une position d'acteur autour d'une identité positive de son proche. C'est-à-dire qu'on commence à avoir un peu des ouvertures et des objectifs de façon significative. Et puis l'aider à pouvoir reprendre sa vie en main. L'étape de reconstruction, avec une reconnaissance des compétences de son proche dans une autre type de rétablissement, avec l'introduction de la notion de confiance et d'espoir. Et enfin, l'étape de croissance, le fait de reconnaître l'autogestion de son proche face à sa maladie et une forme de résilience familiale face à la situation. Donc là, on retrouve dans les déterminants généraux du rétablissement, applicables aux aidants familiaux, le même processus que pour les usagers, c'est-à-dire une restauration de l'espoir, ce qui était préconisé tout à l'heure, une prise de responsabilité dans la gestion de son nouveau statut d'aidant pour les aidants familiaux, une reprise d'une vie normale, entre guillemets, peut-être rétablir des relations sociales, mais aussi reprendre un travail, des activités, reprendre une vie plus confortable, développement de ressources personnelles, et puis surtout qui deviennent acteurs du soin de leurs proches. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on sait que le sentiment d'impuissance dont souffrent beaucoup d'aidants va entretenir des symptômes dépressifs, comme tout être humain, en fait. Quand on se sent impuissant et incompétent, eh bien, on va développer naturellement des symptômes dépressifs. Donc il y a des études qui ont déjà montré que les familles passaient par le même processus d'adaptation à la maladie que les patients, à savoir le déni, la colère, l'ambivalence et l'anxiété. Une étude qui date de 2013 de Zanoui. Et puis il y a l'équipe suisse de Jérôme Favreau qui a aussi évoqué en 2015 le rétablissement des proches aidants face à la maladie psychique. L'objectif de ce concept de rétablissement, ça serait d'avoir une meilleure compréhension du fonctionnement familial et des individualités qui la composent, parce que je vous rappelle que dans une famille, chacun va cheminer différemment. On voit très bien dans les couples parentaux qu'il y a des personnes qui avancent différemment au cours de la situation. Essayer d'atténuer la souffrance familiale en effectuant un travail parallèle proche-famille. Réduire le décalage entre le cheminement des familles et celui de leurs proches atteints de troubles psychiques, améliorer la santé physique et psychique des aidants familiaux, contribuer à optimiser le parcours de soins en réhabilitation du patient en favorisant une baisse du taux de rechute, parce que ça, scientifiquement, c'est prouvé, favoriser la généralisation de l'information et la formation des familles, réduire le décalage entre les attentes des politiques actuelles en santé mentale vis-à-vis des familles et l'aide qui leur est proposée,
développer des modules autour des demandes des familles, faciliter une orientation adaptée des aidants familiaux, favoriser l'alliance thérapeutique avec les familles, et enfin, pour l'ensemble de la famille, accéder à une vie satisfaisante. Je finirai juste sur cette phrase de Luc Vigneault, que je pense que tout le monde connaît, qui avait pu évoquer que si parents et professionnels mettaient en commun leur savoir et leurs expériences respectives, ils formeraient avec la personne atteinte la meilleure équipe pour favoriser son rétablissement. Donc ça vient d'un témoignage. On a pu voir tout à l'heure l'importance des témoignages aussi, et notamment autour du parcours des usagers, des aidants, mais aussi des soignants, hein, parce que c'est parfois compliqué aussi pour les soignants de travailler avec les familles, parce qu'ils n'ont pas été formés pour. Donc voilà. Ce qui pourrait peut-être déboucher sur cette étude, c'est la mise en place d'une évaluation de ce concept de rétablissement au niveau des familles. Voilà.